À la fin des années 70, alors que le nouveau Mirage 2000 vient d'arriver en service, l'armée de l'air commence à réfléchir aux spécifications d'un futur remplaçant. En parallèle, les Allemands, Britanniques et Italiens souffrent d'un grand retard technologique en matière d'avions de combat, particulièrement l'Allemagne de l'Ouest, qui est pourtant dans une situation politique critique. Bien le bonjour et bienvenue, si Attaquer qui vous parle, et aujourd'hui on va parler du Rafale de Dassault Aviation. En 1972, les différentes branches de la défense française commencent à étudier les spécifications d'un futur avion de combat français. Malgré le savoir-faire et l'industrie aéronautique française, l'armée de l'air mais surtout la marine a un certain retard technologique par rapport aux Américains et aux Soviétiques. Dassault Aviation, à l'époque Avion Marcel Dassault Berger Aviation, font partie des premiers à déléguer un ingénieur au projet, un dénommé Bruno Relevin Falcoz. En parallèle, le motoriste Snecma commence à étudier la faisabilité de la conception d'un moteur militaire nouvelle génération. On parle alors d'un chasseur bombardier bimoteur qui pourrait à la fois remplacer les Mirages de l'armée de l'air et les F-8 Crusader et Super Étendard de la marine nationale, et qui doit donc pouvoir être opéré depuis un porte-avions. Il devra remplir des missions d'attaque au sol mais aussi de combat air-air. Il est alors nommé ACT pour avion de combat tactique et ACM dans la marine. Chez Dassault, les tests en soufflerie de maquettes commencent et les premiers choix de design sont faits. À partir des 12 concepts étudiés, c'est l'aile Delta qui est rapidement choisie, car elle a la meilleure résistance pour sa masse, une pénétration de l'air et un aérodynamisme exceptionnel, et elle permet d'aller plus rapidement à vitesse supersonique. Les contrôles électriques s'imposent comme une évidence, et les matériaux composites comme les fibres de carbone, Kevlar et alliage aluminium-lithium seront au cœur de la conception de cet avion nouvelle génération. Dassault étudie un potentiel partenariat avec la société américaine Grumman. Cette collaboration n'aboutira pas à cause de différends entre les industriels. En 1980, Dassault, Messerschmitt et British Aerospace présentent chacun leur concept. Dassault propose un avion de 8,5 tonnes propulsé par deux des nouveaux Snecma 88, un turboréacteur afterburner d'une poussée de 75 kN, un avion polyvalent comme la France le désire, capable de missions d'appui, de reconnaissance, de supériorité aérienne et de frappe nucléaire. Tout cela en pouvant être opéré depuis un porte-avions et en pouvant remplir d'autres rôles secondaires. Les Britanniques et les Allemands proposent des avions plus lourds et plus spécialisés, qui seront équipés de moteurs ancienne génération. Là où les Allemands ne demandent qu'une demi-tonne de plus, les Anglais veulent concevoir un avion de 12,5 tonnes, impossible à opérer depuis un porte-avions. Mais à ce moment-là du développement, seul le ministre de la Défense allemand doute de la faisabilité du projet. Malheureusement, les divergences continuent. Français, Anglais et Allemands ont chacun des spécifications différentes. Et cela n'ira pas en s'arrangeant. Le design français s'éloigne de plus en plus des designs anglais et allemands. Finalement, le 2 août 1985, après d'autres mésententes, la France quitte cordialement le programme européen pour développer son avion seul. Cet avion, ce sera le Rafale, un nom qui fait référence au premier chasseur à réaction de chez Dassault, l'Ouragan. Le premier démonstrateur technologique prend de l'avance sur son calendrier. Les équipes du constructeur français sont tellement motivées que le démonstrateur est prêt avec 9 mois d'avance sur le calendrier initial. Le démonstrateur nommé Rafale A fait son premier vol le 4 juillet 1986, quelques jours après la mort de Marcel Dassault, qui ne put jamais voir son oiseau quitter le nid. Malgré le fait que le Rafale A soit équipé du General Electric 404 au lieu de son moteur définitif en raison de retard, le Snecma 88-2, il est parfaitement opérationnel et fera même face pour la première fois à son concurrent européen, fruit de la collaboration italo-germano-britannique, l'Eurofighter Typhoon, qui n'est toujours pas prêt et qui même de nos jours reste inférieur au Rafale sur la plupart des points, comme la maniabilité, la capacité d'emport mais surtout le coût. De plus, il faut plusieurs Typhoon pour accomplir la mission d'un seul Rafale. Après de longues années de tests, il finit par entrer en service en 2001 pour la version C et en 2002 pour la version marine. Malgré tous les avantages de l'aile Delta, la marine a longtemps refusé de s'équiper de Rafale à cause de cette aile, car classiquement, l'aile Delta impose une vitesse de décrochage élevée, ce qui n'est pas compatible avec les porte-aéronefs de la marine. À l'époque le Foch, puis de nos jours le Charles de Gaulle. Il a fallu plusieurs centaines d'appontages simulés à la fois en mer et sur terre pour éradiquer le scepticisme des marins. Ce n'était pas la seule raison, la masse de l'appareil représentait aussi une limitation, mais ses capacités opérationnelles l'ont finalement emporté.
Dassault a opté pour une architecture proche du prototype Mirage 4000, avec 2 entrées d'air semi-ventrales et des ailes canardes reculées, pour avoir une vitesse de décrochage plus faible. Alors que celle-ci est de plus de 200 km/h, elle peut descendre de plus de 30%. De plus, elles offrent plus de maniabilité, malgré que seul l'ordinateur puisse les utiliser. Le positionnement des ailes canardes laisse aussi une meilleure visibilité au pilote. Le train d'atterrissage du Rafale M, la version de la Marine nationale, a été très fortement renforcé pour s'accommoder aux contraintes de l'appontage sur un porte-avions. Malgré les plus de 10 tonnes du Rafale, il peut transporter 9500 kg d'armement, répartis sur 14 points. Il possède aussi un canon revolver de 30 mm pour le dogfight. Dépendant de la configuration, il peut avoir 1700 km de portée, mais un Rafale peut se faire ravitailler en vol ou amener des drop tanks. En cas d'urgence, le Rafale peut supporter jusqu'à 11 G pour une vitesse maximale de Mach 1,8 et peut atteindre une vitesse ascensionnelle de 18 200 mètres minute. Son plafond de vol se trouve d'ailleurs à 15 200 mètres d'altitude. La séparation des entrées d'air rend l'avion plus sûr que d'autres bimoteurs, comme le Typhoon. Le Rafale est volontairement instable pour augmenter sa maniabilité. C'est l'ordinateur de bord qui doit l'ajuster constamment pour le garder stable. Malgré le fait qu'il n'ait pas été designé dans cet objectif, le Rafale est relativement furtif. Sa signature radar et infrarouge a été réduite par l'utilisation de matériaux composites et le placement des entrées d'air. D'autres systèmes existent mais sont pour beaucoup classifiés. En plus de ses capacités remarquables, le Rafale a un atout indéniable, son coût. Le coût de production d'un Rafale est en dessous des 80 millions d'euros, bien que celui-ci varie en fonction des versions. Son coût d'opération est estimé entre 14 000 et 16 000 euros de l'heure de vol. En apparence, ce coût est hallucinant. À titre de comparaison, un Mirage 2000 coûte 9 000 euros à l'heure de vol. Mais il ne faut pas oublier que le Rafale est bien plus capable, jusqu'à 3 fois plus que le Mirage 2000. Pour accomplir une mission qu'un Rafale unique pourrait faire, il faut 3 Mirage 2000. De plus, les 16 000 euros pour une heure de vol du Rafale paraissent bien faibles comparés aux 24 000 $ que coûte le F-35 américain à faire voler à l'heure. Aujourd'hui, le Rafale a été produit à 198 exemplaires, et la France n'est plus le seul pays à le faire voler. L'Inde, l'Égypte et le Qatar, et bientôt la Grèce et peut-être même la Suisse et la Finlande. Les dernières versions du Rafale font de lui un avion plus de 5e génération que de 4e génération, alors que celui-ci a volé pour la première fois dans les années 80. La centralisation des données et ses capteurs poussés y sont pour quelque chose. Et sa modernisation ne va pas s'arrêter là. Le Rafale pourrait rester compétitif pour encore des décennies. C'est d'ailleurs un avion qui s'est démarqué par ses capacités remarquables sur le champ de bataille, particulièrement durant l'opération Harmattan en Libye et lors de l'opération Chamal en Irak. Le Rafale n'est pas juste un oiseau de guerre destiné à répandre le feu d'Arès. Non, c'est un avion qui en a fait rêver, et qui en fait encore.